Les nations imaginaires. Parcourir nos nations imaginaires. Explorer les mondes créés par l'esprit humain. De la fantaisie à la science-fiction, des contes ancestraux aux films de super-héros, dans l'espace, le temps et le rêve. Chercher. Chercher l'ADN mythique qui nous permet de construire nos identités. Car nous sommes de la même étoffe dont sont faits les rêves. Mae Govanen Melinin. Il faut bien l'admettre, quand on a la chance de pouvoir faire des études supérieures dans les îles britanniques, on a la possibilité de le faire dans des cadres proprement enchanteurs. Prenez Oxford par exemple. Là, à l'ombre des arbres centenaires, près de la paisible Tamise, vous étudierez dans la plus ancienne université anglo-saxonne et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront sentir un peu comme à Poudlard. Ou bien Cambridge. Là, à l'ombre des arbres centenaires, près de la paisible Cam, vous étudierez dans la deuxième plus ancienne université anglo-saxonne. Et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront sentir comme à Poudlard. Ou alors au Trinity College à Dublin. Là, à l'ombre des arbres centenaires, près de la paisible Liffey, vous étudierez dans la plus ancienne université d'Irlande et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux ne manqueront pas de vous faire sentir comme à Poudlard. Expecto patronum. Mais celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est l'université de St Andrews en Écosse. Car là, à l'ombre des arbres centenaires, près de la pas si paisible mer du Nord, vous étudierez dans la troisième plus ancienne université anglo-saxonne et tous ces siècles de sagesse cumulés dans les vénérables bâtiments médiévaux vous feront carrément sentir comme à Poudlard. Avada Kedavra. Et c'est ici, en 1938, soit en 38 avant moi-même, que commence notre histoire. Alors qu'un vent de panique souffle le long des vénérables couloirs de St Andrews. En effet, il n'y a plus personne pour assurer la prochaine conférence Andrew Lang. Mr. Lang a été poète, critique, auteur et anthropologue. Il était spécialisé dans l'étude des religions, des mythes et légendes et surtout des contes, dont il a récolté et publié 12 volumes que de nombreux enfants britanniques ont lus ou se sont fait lire. Lang, si vous voulez, c'est un peu les frères Grimm du Royaume-Uni, et sauf qu'il est tout seul. Ainsi, après sa mort en 1912, l'université de St Andrews, où il fit une partie de ses études, décida de lui rendre hommage en inaugurant, à partir de 1927, une série de conférences portant son nom, dédiées à son œuvre ou à des sujets couvrant l'un de ses champs d'études. Ces conférences existent d'ailleurs toujours. Et donc, en 1938, c'est le drame. La conférence devait être assurée par Gilbert Murray, grand spécialiste de la tragédie grecque, dont la carrière l'a mené à Oxford ou Harvard. Impliqué en politique, dans des œuvres humanitaires, c'était un invité prestigieux. Seulement voilà, il a décommandé. Il fallait passer au plan B. Le plan B, c'était Lord Macmillan, qui n'était pas moins que Lord Peel in Ordinaries, c'est-à-dire qu'il était juge dans l'ancêtre de l'actuelle Cour suprême britannique. Il avait des doctorats honorifiques en droit dans une dizaine d'universités, dont St Andrews. Seulement, pris par ses nombreuses responsabilités, Lord Macmillan se décommanda également. Il fallait passer au plan C. Seulement de plan C, il n'y en avait pas. Vous comprenez donc pourquoi le vent de panique soufflait dans les vénérables couloirs de l'université de St Andrews. Vent que même le plus puissant des patronus n'aurait su calmer. Les gens couraient en hurlant. On a commencé à se battre. Des clans se formaient. Une guerre terrifiante a eu lieu entre les départements d'anthropologie et de mathématiques, quand soudain, au milieu du tumulte, des cris de rage, des jets de craie vengeurs et des arguments fallacieux, la voix d'un thésard en physique quantique fan d'Heisenberg s'éleva et dit « Y a peut-être ce gars là !»« Qui ça ?»
dit un vénérable professeur d'histoire médiévale depuis une barricade de chaises d'allure gothique. « Le gars, là, à Oxford, il coche toutes les cases !»« Oh ouais ? Vas-y, c'est quoi les cases ?» reprit un assistant de cours en chimie qui avait respiré beaucoup trop d'éther. « Eh ben, il est philologue, il est professeur de vieil anglais, il a même fait partie des rédacteurs de l'Oxford English Dictionary. »« Attends, c'est pas celui qui a fait la super conférence sur Beowulf il y a 2 ans ?» répondit un spécialiste de la géographie de la Haute-Vallée du Nil qui était à la source de toutes les bastons. « Ça a révolutionné tout le champ de la recherche sur cette œuvre. »« Ouais, c'est lui. Et puis il s'y connaît en conte. Il a même écrit un super roman de fantasy pour les jeunes, là. Mais je suis incertain, j'arrive plus à me rappeler à la fois d'où il vient et son nom. » Et là, la foule en liesse lui répondit « John Ronald Reuel Tolkien !» qui avait donc publié l'année précédente avec un joli succès, Le Hobbit. Le calme et la quiétude revinrent dans l'université, à l'ombre des arbres centenaires, tout ça. Et Tolkien, rapidement contacté, fut enchanté d'accepter l'invitation et se mit à travailler sur le texte de sa conférence. Il la donna le 8 mars 1939 et ce fut un succès, tant sur la forme, John ayant toujours été un excellent enseignant et transmetteur, que sur le fond, donnant lieu à plusieurs articles, au point que Tolkien la remania plusieurs fois pour finir par la publier sous une forme définitive en 1947. Le texte de cette conférence est fondateur pour moi. Au-delà de son pur côté académique, elle est aussi une ode à l'imaginaire, à la fierté d'être rêveuse. C'est le point de départ de ce podcast, de tout le projet Taliesin et du concept de tourisme de l'imaginaire. Alors, de quoi parle-t-elle, cette conférence ? Elle s'intitule « Du conte de fées » et parle du conte de fées. Mais en même temps, c'est une conférence, on n'est pas là pour chercher du suspense. Cependant, Tolkien ne cherche pas à étudier scientifiquement les contes, à les classer, à en analyser les structures ou à en rechercher les origines. Il ne s'estime pas assez spécialiste du domaine et laisse donc ça aux anthropologues et autres folkloristes. Il considère même que le dépiotage scientifique des contes ne permet pas de les comprendre vraiment, comparant cela à l'idée d'essayer de savoir si une soupe est bonne en analysant chacun de ses ingrédients un par un au lieu de la goûter. Mais quant à nous, nous aborderons dès le prochain épisode ces sujets fascinants. Le professeur Tolkien se pose la question de la fonction des contes de fées, non pas comme le sociologue, mais comme celui qui les écoute, les lit, les vit. Que nous apportent les contes de fées quand on les apprécie ? Mais avant que de nous perdre dans la forêt des contes, contemplons un peu les fées. Pour Tolkien, comme dans les anciennes traditions, les mots fées et elfes sont synonymes. Oubliez donc les adorables petites choses ailées virevoltant gaiement dans les sous-bois. Mais ramenez plutôt en mémoire les grandes créatures immortelles, mystérieuses et mélancoliques à la beauté douloureuse, comme Morgane, Oberon ou Galadriel. L'essence de la magie des elfes est l'art. Un art capable de générer des œuvres si vivaces qu'elles ont la profondeur et la tangibilité d'une réalité alternative. Ces mondes ont une qualité d'enchantement qui plonge l'auditrice, le lecteur, dans une fiction à laquelle Yel peut et veut croire, voire s'identifier. Cette qualité d'enchantement, cette forme de magie, porte un nom qu'il est difficile de traduire en français, la fantaisie.
En conséquence, les propos de Tolkien sur le conte de fées sont, au moins en partie, applicables à toute la fantaisie et même à toutes les cultures de l'imaginaire, à tous ces univers dans lesquels tant de gens se sont perdus, par lesquels ils se sont bâtis les fondations de leur force morale, afin d'arriver à faire face à la dure réalité de notre monde primaire. En tout cas, c'est ainsi que ce texte résonne en moi. Bon, mais alors, Makaniche Makarel, il dit quoi dans sa conférence, ton professeur ? Me direz-vous peut-être à ce stade de l'épisode en perdant légèrement patience face à mes continuelles et intempestives digressions. Ce à quoi je vous répondrai que, primo, je digresse bien comme je veux, rapport au fait que quand même c'est mon podcast, et que deuxio, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, des étoiles, de commenter ou de partager, et troisio, je vous dirai surtout que J2R dégage 3 fonctions au conte de fées. Première fonction, le recouvrement. Imaginons que vous venez d'aménager dans une nouvelle ville, disons Strasbourg. La chance fait que, chaque matin, vous devez passer devant l'incroyable cathédrale pour vous rendre au travail. La cathédrale de Strasbourg, c'est ma préf. Dans un premier temps, vous vous émerveillez chaque jour des maisons à colombages aux couleurs vives, dominées par l'imposante et majestueuse silhouette gothique de la cathédrale. Mais, au fur et à mesure que le temps passe, vos yeux cessent de se lever vers la haute flèche. La cathédrale devient presque invisible pour vous, et seule la vue des pavés accompagne votre déplacement. La routine, les petites et grandes mesquineries de la vie ont fini par user votre émerveillement et placer comme un filtre brumeux et grisâtre sur vos yeux, les rendant insensibles à la beauté du quotidien. Un peu, nous dit Tolkien, comme la poussière se déposant peu à peu sur une fenêtre, la rendant moins transparente, plus terne, assombrissant la pièce sur laquelle elle ouvre. Le monde alors devient gris, ennuyeux. Pour paraphraser Pink Floyd dans leur chanson Time, on finit par s'accrocher à un paisible désespoir. Mais comme une fenêtre peut se nettoyer, on peut recouvrer notre regard rêveur, car le rêve commence autour de nous. En effet, tous ces mondes inventés prennent plus ou moins lointainement racine dans le monde qui nous entoure. C'est en cela que J.R.R. les appelle subcréations. Si notre monde primaire est la lumière blanche du soleil, alors ces mondes inventés sont toutes les couleurs issues de la diffraction de cette lumière blanche par le prisme de l'imaginaire. Par exemple, toute la magie de Westeros vient d'une version déformée, amplifiée, enchantée par des dragons de la guerre des 2 roses dans l'Angleterre médiévale. Traverser les sables d'Arrakis, la planète déserte de Dune, nous permet de voir la beauté du Sahara. Ou même, pourquoi pas, de Palavas, même si c'est moins de la tarte. Suivre Sylvebarbe à Fangorn nous connecte aux arbres comme à des êtres vivants et sentients. La fantaisie réenchante le quotidien et nous rend la capacité de nous émerveiller de la beauté de notre environnement. Comme par exemple, celle d'une incroyable cathédrale de 100 mètres de haut, à la fois austère et fantasque. Deuxième fonction, l'évasion. C'est la plus connue, la plus commentée, probablement la plus évidente sans doute, des fonctions de la faérie. Au point qu'on appelle facilement les œuvres de culture de l'imaginaire la littérature d'évasion. Car si on lit Le Seigneur des Anneaux, c'est en bonne partie pour visiter et contempler la glorieuse cité de Minas Tirith, de sentir l'écorce d'un Malorn sous sa main, arpenter avec Aragorn des paysages impossibles à contempler sur notre terre, pour enfin finir par boire une bonne bière ou un thé dans le paisible salon d'un trou de hobbit de la comté. Beaucoup considèrent cela comme une lâcheté, une fuite. Renier notre monde, faire l'autruche face à ses enjeux, se réfugier dans un cocon confortable en se perdant dans des histoires pour enfants et préférer se battre contre des pirates à la tête des enfants perdus plutôt que d'affronter le réel et sa déclaration d'impôt comme un adulte. Tolkien, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas s'y connaître en langage, est très clair à ce sujet. L'évasion n'est pas une fuite. L'évasion est la pensée naturelle de la prisonnière de guerre qu'on ne peut pas lui reprocher. La fuite, celle du lâche déserteur. Ainsi, s'il est bien vrai que le goût pour l'imaginaire peut provenir d'un dégoût de notre monde, il n'en est pas pour autant une invitation au désespoir ni à l'inaction.
car il est vain de vouloir changer notre monde si l'on n'est pas capable d'en rêver un autre. La force de l'imaginaire est nécessaire à l'élaboration d'utopies, pouvant nourrir l'espoir, parfois fou, d'un monde meilleur, carburant indispensable à l'action militante. Cependant, rêveurs, rêveuses, soyons honnêtes envers nous-mêmes. La tentation de la fuite, permettant une échappatoire au moins momentanée à la laideur et à la cruauté de notre monde pour mieux s'y soumettre ensuite, cette tentation est là, facile. Les hobbits de la comté refusèrent longtemps de se mêler au monde extérieur, et même de s'informer des graves événements s'y déroulant, de l'ombre qui y grandissait. Et quand cette ombre s'est étendue chez eux, personne n'était prêt, n'a su y faire face, et la comté en a payé le prix fort. Troisième fonction, la consolation. Aristote, dans sa poétique, nous dit qu'aller au théâtre voir une tragédie, y ressentir en plein la douleur, la peur et les drames du ou de la protagoniste, a le don de purger, de nettoyer notre âme de ces mêmes sentiments de peur, de douleur. Nettoyer, purger, purifier. En grec ancien, cela se dit catharsis. La consolation du professeur Tolkien a un cousinage avec la catharsis. Le conte de fées a également une capacité de soin de l'âme, comme un baume apaisant sur nos blessures internes. C'est la consolation. Mais, pour Tolkien, cela ne peut fonctionner qu'à une seule condition qui l'éloigne radicalement de la catharsis. Pour qu'il y ait consolation, l'histoire doit finir bien. Et même plus, il doit y avoir une fin heureuse qui vient suite à une catastrophe. Si la catastrophe est un événement surprenant, spectaculaire, qui fait empirer une situation et l'amène vers plus de drame et de douleur, le catastrophe en est l'exact opposé. Un événement qui surgit soudain et amène contre toute attente la fin heureuse, alors que tout semblait jusque-là indiquer que plus rien ne pouvait sauver la situation, que la flamme de l'espoir était sur le point de s'éteindre. Les aigles arrivent! Cette notion s'éloigne sans doute le plus de nos conceptions actuelles de la fiction. À nos yeux modernes, le catastrophe est pataude, brise même dans une large mesure la suspension volontaire d'incrédulité et est considéré globalement comme une maladresse scénaristique visant à amener la victoire du camp du bien, alors que clairement, tout indique que les méchants ont gagné. Cela n'est pas réaliste et fait accuser l'auteuriste du grave crime de manichéisme, souvent pris comme un synonyme de naïve bêtise. C'est nul! Pour le professeur, pourtant, elle est essentielle à la consolation de l'âme. Peut-être en fait que cette vision hautaine de la fin heureuse par le catastrophe en raconte beaucoup sur nous, sur comment le désespoir induit par notre monde primaire nous influence jusqu'au cœur de nos fictions, jusqu'à nous priver de cette capacité d'imaginer sans que notre esprit ne s'en offusque une fin improbablement heureuse, alors que le cumul des catastrophes, aussi hasardeuses soient-elles, ne nous fera pas sourciller. Peut-être que nous sommes tellement résignés à être écœurés, révoltés par les injustices du quotidien, que nous trouvons anormal de ne pas ressentir la même chose à la sortie d'une œuvre de fiction. Même celle décrivant un univers pourtant censé fonctionner avec des règles radicalement différentes du nôtre. Envisager que la bienveillance, l'abnégation, l'amour, en un mot que le bien, puisse agir en ce monde et même triompher nous apparaît comme ennuyeux, voire comme une insulte à notre intelligence. Et d'ailleurs, cette phrase a dû vous sembler dégoulinante de bons sentiments bien naïfs aux confins du ridicule. Avouez. Allez, avouez-le que vous avez pensé au discours sur le pouvoir de l'amour et l'amitié chers aux shonen de notre enfance. Bon, j'avoue, je suis un peu vieux jeu peut-être, mais moi aussi, globalement, je préfère quand une histoire se termine bien et quand les gentils gagnent. Mais je ne crache pas non plus sur une vraie bonne tragédie, car sans doute qu'Aristote ne se trompait pas non plus en nous disant qu'il y avait du mérite à expulser ce désespoir en vivant celui des autres, que nous ne nous alourdissons pas forcément du malheur des personnages de tragédie, mais qu'au contraire, nous nous allégeons un peu du nôtre. Je crois que si cette conférence a eu autant de succès, c'est parce qu'elle porte en elle une graine qui a poussé dans le terreau de mon esprit et qui germe aujourd'hui dans ce podcast. Recouvrement, évasion, consolation. Ces trois mots nous disent que les cultures de l'imaginaire ne sont pas un simple refus du monde, ni un déni du réel. Il y a au contraire en germe en eux le ferment de l'action. Ne pas se résigner à la laideur du monde, rêver de beauté et d'un monde meilleur, croire envers et contre tout que l'on peut faire naître cette beauté dans notre réalité
ne pas abandonner l'espoir. Nous devons réapprendre à rêver, rendre sa noblesse à l'imaginaire. Certaines personnes portent en elles cette sensibilité à la fantaisie et ont la capacité de s'immerger pleinement dans ces univers parallèles. On les appelle geeks, nerds. Moi, je préfère rêveureuses. Arpenter d'autres mondes comme Cyrano de Bergerac qui imagina les empires du soleil, parcourir l'Atlantide de Platon, aller sur la Lune avec Jules Verne, dans le monde des morts avec Gilgamesh, sur Terre-Mer avec Ursula Le Guin, embarquer sur l'Enterprise et aller là où l'humanité n'est jamais allée. Chevaucher des dragons, devenir une Jedi, un chevalier de la table ronde, une enchanteresse. Pour qui porte cette sensibilité, ces univers sont à peine moins tangibles que notre monde primaire et font partie de nous, parfois au même titre que le nom du pays inscrit sur notre passeport. Et leurs habitants et habitantes sont les modèles avec lesquels nous nous sommes construits. Ce sont nos nations imaginaires. Celles grâce auxquelles le recouvrement, l'évasion et la consolation sont toujours à une pensée de nous. Celles qui pourtant sont si loin de notre univers que la liberté intérieure qu'elles nous offrent est par définition hors d'atteinte de la laideur du quotidien. Celles qui nous permettent de toujours résister, car il nous sera toujours possible de rêver. Recouvrement, évasion, consolation. Dans ce podcast, nous allons explorer ces nations imaginaires et aller à la rencontre de ces personnes qui ont pu construire leur personnalité autant par les mondes de la fantaisie, de la science-fiction, d'anciennes civilisations, de la culture populaire ou moins populaire, qui se sentent autant citoyens de la comté que de la France. Rêver, c'est résister. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Il est temps pour moi maintenant de vous les rendre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Tipeee. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast ponctuellement ou régulièrement. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.